Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique en pige. Si vous pensez que j'ai une voix un petit peu différente, c'est normal, je suis malade. Mais pour ne pas vous laisser trop sans attente, je me suis permise de faire quand même cette vidéo malgré le fait que je sois bien enrhumée. Je vais essayer de ne pas parler trop fort car je ne veux pas forcer sur ma voix. Ce ne sera pas de l'ASMR, mais tout simplement une vidéo un petit peu plus calme que d'habitude. Et comme cette vidéo est particulière, je vais en profiter pour vous parler d'autre chose que du true crime. En fait, cette vidéo, elle est spéciale, car je vais vous parler d'un projet personnel qui va vous expliquer mon absence récente, et je vais vous parler d'un film, un film documentaire que j'attendais depuis un certain temps, celui de Karl Zero, 1 sur 5, qui parle de ce que j'aurais voulu vous présenter dans une prochaine vidéo. En fait, si vous vous souvenez, je vous avais parlé que j'aimerais vous présenter une vidéo sur l'évolution de la pédocriminalité dans la culture française et au niveau juridique. Et quand j'ai vu le film de Karl Zero il y a peu, car il est sorti il y a très peu de temps, j'ai été subjuguée par le fait que ça disait exactement ce que je n'aurais pas pu vous dire aussi bien. Car effectivement, c'est une équipe incroyable qui a réussi à réaliser ce que j'aurais voulu savoir vous dire. Donc, au lieu de concurrencer quelque chose qui, selon moi, est déjà bien documenté et de très bonne qualité, je vais juste vous en parler pour que vous puissiez aller le regarder. En attendant, je vais d'abord vous parler de mon projet et on se retrouve tout de suite après le générique. Me revoilà et comme vous pouvez le constater, mon ordinateur est plein d'informations. Je vais vous expliquer tout cela tout de suite. En fait, ce que vous voyez là, ce sont des statistiques par rapport à un challenge que j'ai décidé de relever cette année encore. Il s'agit du NaNoWriMo. Pour ceux qui ne connaissent pas le NaNoWriMo, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est un challenge que l'on se doit à soi-même et que l'on fait quand l'on veut écrire. Effectivement, tous les ans existe ce challenge qui se déroule tout au long du mois de novembre. Vous avez un mois pour écrire 50 000 mots. Ça peut être un roman, mais ça peut être des nouvelles, ça peut être des poèmes, ça peut être beaucoup de choses du moment que l'on parle d'écriture. Moi, j'ai décidé de faire un roman. Pour être plus précise, la suite d'un premier roman que j'ai déjà écrit en 2018. En 2018, j'ai déjà fait le NaNoWriMo pour écrire le premier volume. J'ai écrit ce roman d'après un projet que j'avais déjà scénarisé il y a longtemps pour faire un film. Bien entendu, c'était quelque chose que je faisais pour moi-même, car en fait, j'adore scénariser, mais j'ai été formée pour faire du scénario de BD. Je ne connais pas le milieu de la production de films ou de séries. Et donc, je me suis dit que ce serait dommage de laisser ça de côté et pourquoi pas essayer d'en faire un roman. C'est exactement ce que j'ai écrit là, c'est la suite. Donc, c'est un roman qui est particulier et qui n'est pas hors sujet par rapport à ma chaîne, puisqu'il s'agit d'un roman policier plutôt noir, puisqu'il y a pas mal de violence et de sujets un peu difficiles, mais j'espère avoir écrit une histoire intéressante. On suit une brigade spécialisée dans les crimes violents et surtout le déroulement d'une enquête qui suit les cadavres que laisse derrière lui un tueur en série. Je ne vous en dis pas plus car un jour peut-être vous aurez l'occasion de pouvoir le lire.
Et après avoir réécrit ce roman plusieurs fois, car bien entendu, comme toute personne qui écrit, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, et de toute façon, lorsque l'on fait un premier jet, on sait qu'il y a tellement d'erreurs qu'on est obligé de retravailler dessus. C'est ce que j'ai fait sur plusieurs années. Ça m'a pris beaucoup de temps, déjà parce que je suis quelqu'un qui est vraiment jamais content de son travail. Et en plus, comme j'ai un emploi à côté, je n'avais pas forcément beaucoup de temps à y consacrer, en tout cas pas autant que je l'aurais voulu. J'ai demandé, une fois que j'avais réécrit la version que je voulais, à des amis de me le corriger, en tout cas de m'aider à donner une correction à la fois grammaticale, mais aussi sur la syntaxe et savoir si au moins ça leur plaisait. Il y a eu une bonne critique a priori, mais bon, ce sont des amis, donc c'est vrai qu'il est toujours plus difficile de critiquer violemment quelqu'un que l'on connaît. Mais je leur fais quand même un peu confiance, en tout cas j'en ai besoin pour pouvoir continuer à être motivée. Et suite à cette écriture, j'ai décidé d'écrire la suite, puisque de toute façon j'avais prévu de faire un roman en 4 volumes. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure NaNoWriMo 2021 pour pouvoir écrire le volume 2. Le volume 2, c'est ce qui va donner les éléments de réponse que l'on n'a pas dans le premier volume. C'est pour ça que c'est très lié. Je ne peux pas vous expliquer exactement selon les protagonistes, parce que là, c'est un énorme spoil que je vais vous faire. C'est pour cela qu'il est compliqué pour moi de lier la réalisation de vidéos YouTube, sachant que je fais tout toute seule, même le montage, et l'écriture quotidienne de 2000 mots. C'est pour ça que cette vidéo sera assez simple, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous parler de mes projets. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de pouvoir me lire et avoir votre avis sur le sujet. Passons maintenant au film de Karl Zero. Le film de Karl Zero, il s'appelle 1 sur 5. À la base, il y avait un livre. Celui-ci, 1 sur 5. Ce livre est un manifeste contre la pédocriminalité en France. En fait, dans ce livre très intéressant, vous avez l'état des lieux de ce qu'est la justice face à la pédocriminalité en France. Je peux vous dire que c'est très compliqué de s'en sortir. Il y a aussi des idées de projets de loi pour améliorer la situation actuelle. Donc, je vous le recommande, voici le livre. Vous pouvez aussi signer la pétition pour que ces lois soient mises en place et puissent prendre place dans la législation française. Maintenant, revenons sur le film. Le film porte le même nom car il traite du même sujet. Il parle de la problématique importante que la législation française, mais aussi la culture en France, a complètement anesthésié la population française sur le problème plutôt large de la pédocriminalité. 1 sur 5, ça signifie qu'il y a un enfant sur 5 qui a été victime dans sa vie d'agressions sexuelles de tout degré qui existe. 1 sur 5, ça paraît impossible, c'est trop énorme pour que ce soit réaliste. Seulement, ce n'est pas un chiffre donné au hasard, c'est une étude qui a été faite, une étude sérieuse. Et les informations que nous donne ce film sont très réalistes. D'ailleurs, on le comprend dès le début qu'il y a un problème dans la culture française. Les premières minutes du film, il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucun témoignage de fait, il n'y a que des extraits vidéo de la télé française d'une certaine époque bien sombre où la pédocriminalité était terriblement banalisée. Vous avez des chansons qui parlent ouvertement d'aimer des petites filles. Il va y avoir aussi cette intervention dans une émission de cette femme qui va témoigner avoir retrouvé une mémoire traumatique puisqu'elle se souvient tardivement, une fois adulte, qu'elle a été violée par son père. Cette relation incestueuse a été dénoncée pour la première fois
à la télévision. C'était il y a un certain temps, mais quand on y réfléchit, ce n'est pas si vieux que ça. Et on s'aperçoit, comme c'est une émission où le public peut intervenir, que dans les coups de fil qui sont donnés durant l'émission, il y a des propos complètement aberrants de pères qui sont en train de témoigner à leur tour qu'eux-mêmes ont une relation avec leur fille allant jusqu'à 10 ans et qui demandent à ce qu'on les laisse tranquilles car ils s'aiment. Un propos comme ça aujourd'hui, ce serait impossible. Et si c'est impossible, c'est tout simplement parce que depuis peu, on a dénoncé la pédocriminalité comme un réel crime. Contrairement à cette époque où les grands littéraires et intellects étaient en train de prôner l'amour, car c'est comme ça qu'ils l'appelaient, entre adultes et enfants. Mais vous allez me dire, ce monde répugnant, heureusement, est révolu. J'aimerais bien vous dire que oui, mais la vraie différence, en fait, c'est juste qu'on ne peut plus vraiment parler de libération sexuelle par rapport au droit de la sexualité de l'enfant. Maintenant, il a été démontré que c'était qu'un acte criminel et complètement traumatisant pour tout enfant victime d'agression sexuelle. Cependant, l'autre partie du film de Karl Zero va vous démontrer que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la justice française n'avance pas énormément sur le sujet. Car quand on écoute ce qu'il est dit, il n'y a finalement que 1% des cas de pédophilie ou d'inceste qui sont traités en justice et qui finissent par une condamnation. Et des condamnations qui malheureusement sont beaucoup trop souvent très légères. Car la plupart des profils de pédocriminels ou de parents incestueux sont des profils de personnes à un fort risque de récidive. Et c'est pour ça que je vous recommande fortement de regarder ce film que je vais vous mettre dans la barre de description. Il est sur YouTube, il est gratuit et c'est une information à avoir. Vous aurez l'occasion de donner votre propre jugement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, mais les personnes qui interviennent et qui témoignent dans ce documentaire sont des personnes sérieuses. Ce ne sont pas quelques experts que l'on peut voir, excusez-moi pour cette boutade, mais sur BFM TV et qu'on se rend compte plus tard que ce ne sont pas finalement de vrais experts. Là, il s'agit de professionnels. Vous avez une avocate, vous avez des parents témoins, vous avez des journalistes qui ont suivi des affaires terribles, vous avez une victimologue qui est très compétente. C'était aussi une ancienne professeure lorsque j'étudiais la criminologie et son fer de lance, c'est la pédocriminalité et notamment chez les plus petits. Ce sont des personnes très compétentes qui ont de la bouteille et qui ont des années d'expérience. Donc on peut leur faire confiance. Ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et c'est pour ça que je trouve que ce documentaire est indispensable. Il faut le regarder parce que vous aurez des informations que vous ne trouverez pas forcément ailleurs puisque c'est un sujet extrêmement tabou. Et vous allez peut-être comprendre à quel point la pédocriminalité, ce n'est pas juste dénoncer des faits, ce n'est pas juste essayer de protéger ses enfants, c'est aussi comprendre que lorsque une victime dénonce son bourreau, elle ne sera pas forcément protégée. Et c'est bien ça le problème. Voilà, on va se quitter sur ces mots. Je sais que ce ne sont pas des mots très rassurants, mais vous en saurez plus si vous regardez ce film. Et moi, je vais me remettre à l'écriture pour essayer de finir mon challenge et le réussir si possible. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous parlerai d'une enquête qui m'a énormément marquée, sur laquelle j'ai beaucoup étudié et qui parle de ce même sujet, à savoir la pédocriminalité avec l'affaire de réseau pédocriminel d'Angers. On se retrouve donc prochainement. Sur ce, à bientôt.
Et d'ici là, j'espère que je serai à la fois guérie et j'aurai accompli cette mission. Salut! Comment appelle-t-on un pays où la police nie l'existence des réseaux pédocriminels? Où les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Comment appelle-t-on un pays où les élites confortent les pédophiles au nom d'une idéologie soi-disant libertaire? Je crois que la question n'est pas de savoir s'il faut avoir son premier amant à 14 ans ou à 18 ans. Je pense que la question qui se pose, c'est la qualité de cet homme, la qualité humaine, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on un pays où l'éducation nationale couvre ces pédocriminels pour protéger l'institution? J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Comment appelle-t-on un pays où les services sociaux maintiennent des enfants dans des foyers qu'ils savent dangereux? Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Comment appelle-t-on un pays où un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles? Vive la France! Vive la France! Comment appelle-t-on un pays qui se ment à lui-même depuis des générations?